Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. En direct de Québec, mon invité aujourd'hui est Josué Coudé. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Comme je viens tout juste de vous le mentionner, nous sommes à Québec et j'en profite pour vous faire découvrir pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais j'ai découvert qu'il était quand même assez connu, mais je vais vous laisser quand même, je vais le laisser vous expliquer tout son parcours et je vais commencer par lui dire bonjour. Tout d'abord, bonjour Josué. Bonjour Martin. Ça va bien? Oui, super bien. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui à l'émission. Je sais que tu as un parcours déjà quand même assez chargé, malgré ton jeune âge, et je sais pas si tu es à l'aise à nous dire ton âge d'ailleurs pour commencer. Oui, 27 ans. Et aussi, tu es né en région, si je ne m'abuse, tu es né au Saguenay? Oui, c'est ça, au Saguenay, un petit village à environ 40-45 minutes de Chicoutimi qui s'appelle Sainte-Rose-du-Nord. Ah, ok. Et donc, toi, quand tu es né, tu avais déjà un problème de vision ou si c'est arrivé plus tard? Moi, j'avais déjà un problème de vision, j'ai jamais vu. Ok. C'est ma maladie s'appelle l'amorose congénitale de Leber. Mes parents le savaient pas. Quand je suis né, que j'étais aveugle, je crois que c'était environ à l'âge de 6 mois, quand ils ont fait des tests à l'hôpital, des tests pour la vue, qu'ils se sont rendus compte que j'avais un problème de vision, puis que j'étais aveugle. Puis après, peut-être parce que c'était dans le temps où mais ils étaient pas sûrs, fait que je pense que j'étais allé peut-être à Sainte-Justine 2-3 fois pour faire des tests un peu plus approfondis. Ils en ont conclu, c'est ça que je voyais pas du tout. C'est ça, c'était un problème de vision complet. Oui, c'est ça, une maladie génétique. Dans le fond, mes parents le savaient pas avant. J'ai un frère et une sœur qui sont voyants totalement, qui sont plus vieux également. OK. Et dans le fond, c'est une maladie génétique, comme je viens de dire. Fait que dans le fond, vu que mon père et ma mère, il fallait qu'ils soient porteurs les deux du même gène pour avoir cette maladie-là. Fait que j'ai même un cousin également qui est atteint de la même maladie parce que nos mères, ils sont sœurs et nos pères sont frères. Ah, OK. Alors, les 4 étaient porteurs de ce gène-là, de la maladie. Fait que ce qui fait que, comme je dis, à chaque fois qu'il y avait un enfant, il y a une chance sur 4 qu'il soit aveugle. OK, c'était une chance sur 4. Ouais, c'est ça. Donc, vous autres, sur 3 enfants, il y a eu toi. C'est ça, il y a eu moi. En dernier. Ça, c'est sûr que c'était comme pas vraiment attendu. Non, c'est ça, c'était pas attendu, là, c'est certain. Puis après, comme lui, il y a eu une sœur, puis c'est sur lui que ça a tombé. Aussi, OK. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ton enfance en tant que non-voyant? Est-ce que tu y es resté toute ton enfance au Saguenay? Oui, j'ai resté jusqu'à l'âge de 17 ans au Saguenay. OK, quand même. Ouais, un bon bout de ma vie. Et j'ai eu une très belle enfance. Dans le fond, j'ai fait mon école depuis ma maternelle, j'ai été intégré dans une classe régulière. C'est ça, dès le début. Là. Dès le début, moi. T'as pas connu d'école adaptée? Non, c'est ça, j'ai pas connu d'école adaptée. Fait que c'est ça, depuis ma maternelle, là, j'ai été intégré dans une école régulière. Et dans le fond aussi, je pourrais dire dans mon enfance, c'est que mes parents, ils m'ont toujours poussé à faire du sport, ils m'ont toujours amené avec eux, fait qu'ils m'ont pas fait sentir différent. Tu sais, même mon frère, je me rappelle le suivre dans l'hiver, exemple on allait, je sais pas, dans
dans le bois, marcher dans le bois l'hiver, puis on allait se faire un igloo ensemble. Ou tu sais, je me rappelle que ils m'ont jamais fait sentir différent. T'as pas été comme mis de côté, jamais mis de côté, empêché de faire quelque chose ou Non, c'est ça. Fait que je pense que ça l'a aidé parce que je me suis jamais senti à part. Tu sais, dans le fond, moi, ma vie, c'était comme ça. C'était juste, tu sais, je suis né comme ça. Fait que tout ce que j'ai appris, j'ai eu des bons suivis aussi. Là. C'est ça que je pense que j'ai vu peut-être des ergothérapeutes, des professeurs de mobilité quand même assez jeunes, étant donné qu'ils l'ont su que j'étais aveugle jeune. Ben, l'encadrement s'est fait assez vite, fait que j'ai eu un bon encadrement. Mais sinon, ce que je me rappelle, comme je disais, de mon enfance, c'est surtout ça, de ma mère. Je pense que surtout un enfant qui est aveugle de naissance doit être stimulé. Ce qui a été bien fait à mon avis, parce que je me rappelle que ma mère, il fallait qu'elle me traîne souvent, je vais pas aller marcher, des fois je voulais pas, mais elle m'amenait quand même avec mes frères et sœurs, puis je me rappelle quand même un tout jeune âge, j'allais patiner parce que ma mère était vraiment, mes parents, les deux, étaient vraiment adeptes du plein air. Fait qu'ils m'ont toujours amené avec eux. J'ai patiné quand même à un jeune âge. Ils m'ont appris à le faire. Je sais pas comment ils ont fait, mais parce que ça fait longtemps. Mais je me rappelle qu'ils m'aient appris tout ça, là, à patiner, à faire plein de choses, à faire de la randonnée pédestre. C'était pas toujours facile, là, surtout quand tu vas dans le bois avec les roches, les racines, les branches, c'est ça, des randonnées pédestres, j'en ai fait vraiment beaucoup, là, surtout au Saguenay, c'est pas ça qui manque, là, les espaces. Des beaux espaces de plein air. De plein air, là, c'est pas ça qui manque du tout. Fait que je me rappelle aller faire des randonnées pédestres, c'est Mont-Valin, puis c'est ça, avec les racines puis tout, mais je pouvais m'appuyer sur soit mon frère ou ma mère, puis ils prenaient le temps toujours, on y allait ensemble, puis on le faisait pareil, puis j'aimais vraiment ça aussi. Je pense que ça m'a fait découvrir le sport, tu sais, en faisant, j'ai vraiment aimé ça, puis même si c'était plus difficile, là, j'étais toujours satisfait du résultat, comme on peut dire, de l'avoir fait. Puis, mais est-ce que tu te souviens quand même un peu parce que j'imagine que on s'aperçoit à un moment donné quand même que c'est différent pour nous, est-ce qu'à travers ça, est-ce que tu t'en es aperçu toi-même, est-ce que c'est tes parents qui t'ont dit, bon, pas axé sur la différence, mais quand même, t'as pas ton sens de la vision, tu sais, est-ce que tu te souviens un peu de ça, comment tu t'en es aperçu? Je me rappelle, je pense que c'est peut-être là que je l'ai réalisé. Je me rappelle une fois je pense que j'étais quand même assez jeune, puis avoir écouté le film à première vue. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Mais c'était vraiment un bon film, là. C'est une personne qui, je sais pas s'il est aveugle de naissance, mais en tout cas, il voit pas du tout, puis il retrouve la vision, puis après ça, finalement, il la repère, puis je me rappelle que ça m'avait vraiment touché, puis là, j'avais comme pris plus conscience de la différence, là. Peut-être qu'avant, j'en étais moins conscient, mais je me rappelle que c'est ça ça m'avait vraiment touché beaucoup, ce film-là, qui m'avait peut-être fait prendre conscience que, que ma vie allait être différente quand même des autres. Mais ça m'a jamais, je me suis jamais apitoyé vraiment sur mon sort longtemps. C'est sûr que j'ai eu des petites périodes là, comme il me semble que ce serait plus facile, c'est ça, si je voyais pourquoi c'est moi qui c'est tombé sur moi, mais ça a jamais resté longtemps parce que comme je disais, je pense que c'est surtout que j'ai été bien encadré, puis quand tout va bien, puis tu peux faire tes choses, puis que comme je disais, je suivais toujours mes frères et sœurs, ma mère, ma famille, dans toutes les activités qu'on faisait. Fait que dans ce temps-là, je me sentais pas différent. Et comme tu as fait aussi tous tes cours au Saguenay, il y a jamais été question que tu ailles à l'école adaptée ou... Non, je dirais la seule...
Finalement, c'était une école régulière, mais la seule chose, parce que je me rappelle avoir déménagé dans un autre village plus proche de la ville quand j'ai fini ma maternelle, parce que mes parents ils se sont séparés, quand même à un jeune âge, là, j'avais 6 ans. Fait que j'ai déménagé à un village un petit peu plus proche de la ville. Puis là, il y avait un projet d'envoyer comme les personnes handicapées toutes dans la même école. Tout handicap confondu? Ouais, tout handicap confondu, Okay. mais tu sais c'était une école quand même régulière, mais je pense qu'ils voulaient comme je me rappelle qu'il y avait des personnes comme handicapés intellectuels qui allaient à cette école-là aussi. Mais moi j'étais d'une classe régulière là, mais ils voulaient envoyer les personnes comme toutes à la même école. Je sais pas vraiment pourquoi, mais fait que finalement ma mère avait accepté que j'aille là parce que moi il y avait une école, tu sais, tout près dans mon village. Qui aurait pu être aussi cette école-là. Que j'aurais pu aller si ma mère probablement avait pas accepté, mais elle avait accepté. Fait que je me rappelle que je faisais comme de l'autobus peut-être 45 minutes aller, 45 minutes retour pour aller à l'école. Mais sinon si c'était une école régulière là, ben, c'est sûr que j'avais plus de suivi que j'en aurais eu par exemple parce que tu sais je me rappelle que il y avait toujours quelqu'un avec moi dans mes cours de la première à la 6e année. J'avais quelqu'un d'engagé qui était avec moi tout le temps si j'avais besoin de quelque chose pour m'aider. Il y avait quelqu'un en permanence avec moi. OK, tout le temps, dans la classe. toute la journée. Ouais, qui me Okay. suivait là, tout le temps, dans le fond. Mais là, tu dis que c'était une école régulière, mais est-ce qu'il y avait quand même d'autres personnes handicapées dans ta classe ou pas du tout? Non, pas du tout dans ma classe. Okay. Mais tu sais, ailleurs, il y avait des classes de personnes qui avaient d'autres problèmes, comme je disais, intellectuels, puis tout ça, il y avait d'autres classes. Mais moi, en tant que tel, dans ma classe, j'étais le seul handicapé. Là. Puis il y avait pas d'autres handicapés visuels dans l'école? Non plus, dans l'école. Parce que, comme mon cousin, 3 ans après moi, a commencé l'école, je pense qu'on y a peut-être offert, mais lui, sa mère avait refusé qu'il aille à la même école que moi. Je sais pas c'est quoi les raisons, mais en partie peut-être parce que lui, c'est encore plus loin. Tu sais, mon petit village, parce que lui, il vient de mon petit village que je restais. Fait que lui, c'était... c'est ça, plus loin de la ville. Mais je sais pas vraiment pourquoi ces raisons, mais lui a resté dans mon village natal à l'école. OK, c'est que vous avez pas fréquenté la même école. On n'a pas fréquenté la même école, okay. Juste au secondaire, un temps qu'on a fréquenté la même école. OK. Mais au primaire, moi j'allais à Notre-Dame-du-Rosaire, ça s'appelait. Et j'étais dans une école régulière. Puis si on revient un petit peu comme tu disais, si je me sentais différent, il y a peut-être eu des temps là, exemple surtout à la récréation, ben les gens c'est là dans ce temps-là que je me sentais un peu différent parce que là ils t'incluaient pas nécessairement dans tout leur jeu. Là. Ouais, surtout au début, là, je me rappelle, c'est sûr que ça fait longtemps quand même, là, mais je me rappelle quand même, tu sais, c'est ça le ballon prisonnier, tout ça, que j'étais comme souvent un peu en retrait, à pas faire grand chose dehors. Mais après, ça, je me rappelle vraiment d'avoir eu des bons souvenirs que ils ont décidé que on allait essayer de faire un sport pour m'inclure. Puis finalement, j'avais joué au hockey. Là. Il y avait, comme vous connaissez un peu le hockey, surtout à Montréal, là, avec les hiboux. Ben, il y avait une canne de conserve là, avec, je pense qu'on avait mis des roches à l'intérieur. Là. Puis il y avait on jouait là, avec des jeunes là, pour que je puisse participer à la récréation, avoir un sport pour moi. Uh-huh. Fait que ça, c'était vraiment un bon souvenir. Puis sinon, ben, fait que c'est ça, tu sais, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient à cœur, je pense, que je m'intègre, que je fasse du sport. Parce que je me rappelle plus non plus ce que je faisais, mais au primaire, j'ai toujours été intégré dans les cours d'éducation physique. J'ai toujours fait, les professeurs me trouvaient des choses à faire, là. Je pense que je réussissais quand même à faire quelque chose là, parce que j'allais toujours dans les cours avec le monde. Fait que ça allait bien aussi là. Fait que tu sais, j'ai des bons souvenirs quand même de mon passage là, à l'école. Là. J'avais quand même quelques amis aussi. Là. C'est sûr que des fois c'était un petit peu plus difficile
parce que eux restaient en ville puis moi j'étais un peu plus loin. À la distance. La distance faisait que des fois des amis mais tu peux aller revoir après les cours, faire des choses comme ça. Loin. Fait que c'était un petit peu plus difficile pour ça, mais j'avais quand même quelques amis, c'était pas un problème. OK. Puis toi, est-ce que tu as appris le braille? Oui, moi j'ai appris le braille d'un tout jeune âge. J'ai commencé je pense à l'âge de 5 ans, même je sais pas si parce que j'ai fait une prématernelle puis une maternelle, mais au moins à l'âge dans la maternelle, j'avais quelqu'un qui me suivait déjà à ce temps-là. Puis je me rappelle après ma maternelle que j'avais tout appris mon alphabet. Je savais pas lire encore, mais il devait vouloir me faire prendre l'avance. Il savait déjà qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre en braille, probablement. L'alphabet braille, là, tu parles? Ouais, c'est l'alphabet braille, parce que mon alphabet, je le savais, même encore là, je sais signer mon nom. C'est tout ce que je sais de l'alphabet. Mais dans le fond, tu savais les lettres déjà en braille avant de commencer la première année? Ouais, avant de commencer ma première année, j'avais quand même une longueur d'avance. Il m'avait tout appris mon alphabet. Puis après ma maternelle, il y a une personne aveugle qui s'appelait Yvan Bourdeau, qui est bien connu quand même dans la région de Québec, qui était venu au Saguenay pour m'apprendre à utiliser un ordinateur. Fait que déjà, comme je dis, j'ai quand même né dans le bon temps, parce que c'était pas avancé, là, mais j'avais quand même, j'ai eu la chance de commencer ma première année avec un ordinateur. C'était quand même super. T'avais un ordinateur puis t'avais une plage tactile? Oui, une plage tactile aussi, c'est ça. Okay. J'avais tout appris ça. Ça t'a tout commencé le primaire fonctionnel, là, avec ça. Dire, ouais. Avec il m'avait tout appris ça là, à fonctionner, comment écrire puis tout ça, là, comment fonctionnait l'ordinateur. J'avais eu des cours pendant l'été, puis j'ai commencé mon école avec l'informatique. C'est que dans le fond, là, c'est du temps, c'était enseigné comme en surplus, en dehors, comme des heures forcément de cours réguliers. Là. C'était pendant l'été. Oui, c'est ça. Je me rappelle avoir eu, c'est ça, du surplus, même en maternelle, là, des fois, je pense que j'étais peut-être pas toujours content parce que, tu sais, les autres s'amusaient. Puis là, moi, il fallait que je sorte de la classe pour aller apprendre l'alphabet braille. Ça devait pas toujours me tenter. Mais, c'est ça, c'était enseigné en surplus. Puis ce qui a continué un peu après, avec mon primaire, j'avais comme à apprendre les abrégés. Dans le fond, j'ai suivi des cours de surplus. Ben, des fois, je pense qu'ils m'exentaient de certains cours pour pouvoir te libérer du temps pour le braille. Toutes les choses que j'avais à apprendre. Là, fait que de la 2e à 5e année, j'ai appris mon abrégé français. Là, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup en français. Il y en a beaucoup à apprendre. Fait que ça devait être tout pensé pour ça, d'après moi. Parce que j'ai pris 4 ans là, pour apprendre ça. Là, c'était étalé, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça paraît moins difficile dans ce temps-là. Là. Et quand t'es jeune, en plus, t'apprends plus vite. Fait que c'était bien pour ça. Là. C'était étalé. Fait que tout ce que j'ai eu à apprendre en braille, ben, ils m'ont été étalés. Est-ce que tu te souviens de quoi qui te dispensait pour te permettre de faire ça, ou si c'est vague pour toi? Vraiment, au primaire, c'est trop vague. Je me rappelle au secondaire, par exemple, que j'étais dispensé des cours d'éducation physique. OK, là, au secondaire, l'éducation physique, là, ça... Là, ça pouvait pas marcher, qu'on m'avait dit, parce que c'était toujours des sports d'équipe, là, comme le badminton. Ouais, puis ça changeait à chaque étape. Là, à chaque étape, ça changeait tout le temps, là. OK. Fait que... à cause de ça, ils m'ont dispensé. Je sais que j'ai souvent eu des cours de religion qui m'étaient dispensés. Ah oui, aussi? Ouais, OK. C'est ça. Je me rappelle, on en a fait en secondaire 1, mais les autres années après m'avaient été dispensés. Sinon, peut-être des cours comme d'art plastique ou quelque chose comme ça, là, que j'avais dispensé. Pour un peu pouvoir... parce que là, au secondaire, j'avais quand même quelqu'un qui était en permanence avec moi, mais pas dans mes cours, par exemple. OK. Surtout quand t'es plus vieux, ça te tente plus trop qu'il y ait quelqu'un qui te suive partout dans tes cours, ça te tente de jaser avec tes amis, puis tout ça. Je pense que ça faisait mon affaire pas mal. Mais ça arrivait pas souvent. Mais, fait que dans le fond, moi, j'avais un local à moi. Ben, pour moi, que je voudrais plutôt dire, dans l'école. Puis la personne restait dans ce local-là pour me faire le matériel dont j'avais besoin. Là, si les profs avaient des notes à faire transcrire, en plus...
des livres qu'il y avait déjà, ben s'il y avait des choses qui étaient dans le surplus, ben la personne me scannait ça. Mais pour les c'est examens, la personne qui préparait ça. Ça, c'était sa job, là, de tout préparer au fur et à mesure. Avec les profs. Des besoins, tout ça. Là. C'est ça, là, de voir. Puis sinon, ben, les périodes libres servaient à ce qu'on regarde ensemble, ce qui fonctionnait moins bien. Mais je me rappelle surtout que c'était les mathématiques le plus difficile. OK, parce que c'était ma prochaine question. Ah oui? Je l'ai devancé. Les bêtes noires, là, au secondaire, j'imagine qu'il y en a eu un petit peu, là. Bon, les mathématiques. Parce que bon, c'est expliqué souvent au tableau. C'est ça, quand même. Puis il y a beaucoup de figures avec toutes les formes. Puis c'était... je me rappelle que ça demandait beaucoup plus de temps. C'était vraiment ça, parce que les autres matières, je me rappelle quand même que il me semble que j'avais une certaine facilité quand même à l'école, là, ça allait bien. Mais les mathématiques me demandaient beaucoup. Là. Mais est-ce que tu aimais ça malgré tout, ou c'était difficile d'aimer ça dans les circonstances? Ouais, la majorité du temps, j'aimais ça malgré tout, honnêtement. Je pense que là, j'ai pris, je sais pas si tu te rappelles, les maths 436, ça, c'est plus ça maintenant. Ah ben moi, j'ai pas pris ça. OK, c'est une bonne chose. Non, moi, je me suis pas embarqué là-dedans. OK, parce que je pense que j'aimais ça, mais là, c'était comme trop... peut-être trop poussé pour moi, ou j'aimais pas assez ça pour aller aussi avancer. Parce que je voulais comme me dire, je vais m'ouvrir toutes les portes, fait que je vais prendre les 436, puis... on va y aller comme ça, puis je vais tout me garder les portes ouvertes pour le cégep et l'université. Oui, mais ça encore là, non, excuse, fini. Ouais. Mais finalement, je les ai pas passés. Ah. Puis je pense que c'était un peu trop poussé. Puis il y avait tellement de choses à apprendre, ça me demandait beaucoup de temps aussi. Puis je pense qu'à un moment donné, j'aimais pas ça plus que ça non plus. Là, fait que... je pense qu'il fallait vraiment aimer ça. Là, parce que c'était beaucoup d'efforts. Je crois que c'était impossible. C'était 416, là, sinon. Là. Oui, c'est ça. Moi, j'avais pris 416, puis je trouvais ça impensable de dire que ceux qui étaient en 436, il y avait comme... 4 modules, puis 4, en tout cas, puis c'était beaucoup de travail. C'était vraiment avancé, puis c'est ça, je pense que l'intérêt était moins là aussi, là. Fallait vraiment aimer ça. C'est une passion, parce que c'était beaucoup de temps, puis je pense que ça me tentait pas de mettre autant de temps là-dedans non plus. Mais là, on parle de 436, donc c'était secondaire 4. Est-ce que tu commençais aussi à penser à ce que tu voulais faire plus tard? Oui, quand même, je commençais tranquillement à y penser. C'est difficile à cet âge-là de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Je savais que j'aimais bien l'histoire, fait que je me disais peut-être que je voulais être prof d'histoire, parce que j'avais beaucoup de facilité là-dedans aussi. Fait que à cette période-là, c'était surtout ça que je voulais faire, le prof d'histoire. Et parce que là, bon, ton secondaire, forcément, tu l'as bien réussi, malgré les mathématiques, tout ça. Oui, c'est ça, ça a super bien été au secondaire. Là. C'est peut-être, je me rappelle le secondaire 1, on dirait avoir eu à travailler comme pas mal plus. Peut-être que parce que c'était l'adaptation entre la 6e année et le secondaire 1. Je me rappelle l'avoir super bien réussi, par exemple, au secondaire 1, mais que j'avais beaucoup... comme je pense de travail à mettre là à la maison. Je me rappelle de ça. Quand on dit qu'il faut mettre là 2 fois puis 3 fois plus ça, de temps là, des fois. Je me rappelle, mais on dirait que après ça je me souviens pas avoir mis même plus de temps que les autres. Okay. Les autres secondaires, je me rappelle que ça soit fait assez facilement là, puis que je sais que le temps supplémentaire c'était pas j'avais pas tant de temps à mettre de plus. On dirait que je me rappelle de mon secondaire avoir travaillé beaucoup. Après ça, ça se faisait relativement bien. C'était plus... il y avait une certaine cadence qui était prise. Là, ouais, peut-être pour ça. Là, parce que je me souviens pas avoir eu tant de difficultés à part pour mes maths 436. Parce qu'après ça, en secondaire 5, je les ai pas repris, puis ça avait bien été. Là. OK. Et là, bon, t'as dit cégep. Tu es allé au cégep? Oui, j'étais allé au cégep. J'ai même fait 2 decks. OK. Ouais. J'étais allé en sciences humaines, pour commencer. Comme beaucoup font. Ouais, comme beaucoup font. Je suis déménagé entre mon secondaire 5. Ah oui, puis ça, c'était quand même important qu'on en parle, là, parce que, bon, d'être parti du Saguenay sans venir... Là, tu t'es emmené à Québec? Ouais, c'est ça, c'était quand même un grand saut. Uh-huh. Mais qui a quand même été facilité de beaucoup parce que je suis déménagé avec ma mère et mon beau-père. OK.
parce que ma mère avait rencontré un militaire, faire une histoire courte, lui, il était posté à Valcartier. Fait que c'est pour ça qu'on a déménagé à Québec. OK. Fait que moi j'étais bien content quand même. Par exemple, je voyais ça comme un nouveau défi, l'occasion de voir une nouvelle ville, puis tout ça. Parce que c'est sûr, je serais pas déménagé à Québec, mais j'avais déjà commencé à apprendre le cégep de Chicoutimi. Puis là, quand j'ai su que je déménageais à Québec, j'étais bien content. Ça que t'as pas été au cégep de Chicoutimi? Non, finalement, Okay. c'est ça, j'avais commencé à l'apprendre avec mon professeur de mobilité, parce qu'on fait toujours les choses à l'avance. Savoir sont où nos locaux puis tout ça. C'est ça, là. Fait que c'est sûr que l'adaptation a dû se faire quand même assez rapidement. OK, ça s'est décidé aussi assez rapidement, je mets. Ben, c'est ça s'est décidé assez rapidement. Fait que quand je suis rentré, quand je suis arrivé à Québec, je commençais le cégep 2 jours après, je pense, quelque chose comme ça, là. Fait que c'est sûr que tout a été un peu en même temps, mais ça a bien été, là. Je me rappelle que mon adaptation s'est bien déroulée, là. Mais c'est là que t'as fait cégep en sciences humaines à Québec? Ouais, c'est ça. OK. C'est là que j'ai fait cégep en sciences humaines. Puis je sais pas trop pourquoi, mais on dirait que tout au long de mon cégep, je me disais j'aimerais ça être meilleur en anglais. On dirait que ça me passionnait. Je sais pas trop comment dire ça, mais on dirait que je trouvais que ça pourrait être intéressant. Il y a tellement plus de choses que je pourrais écouter si je savais mon anglais. Puis... Parce que là, tu te considérais comment en anglais à ce moment-là? Est-ce que tu étais bon quand même, mais pas assez? Ouais, c'est ça. Je me considérais que je pouvais me débrouiller, là. Mais tu sais, pas plus que ça. Tu sais, je connaissais mes notions de base un peu parce que j'avais mes cours d'anglais. Puis je pense que j'avais quand même de la facilité. Fait que j'apprenais quand même assez vite. Fait que j'ai réussi à très bien passer mes cours d'anglais quand même. Mais sinon, pour le comprendre, quand t'écoutes des émissions tout ça, j'étais pas capable, là, c'était comme trop vite pour moi. Okay. Tout ça, fait que c'était plus difficile. Là. Si tu parlais avec des gens anglophones, tu leur demandais de ralentir, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, quand même. Puis j'avais pas souvent à parler à des gens anglophones. C'est arrivé un petit peu. Je me rappelle, j'étais quand même capable de me débrouiller parce que j'avais été chercher mon chien aussi entre mon secondaire 4 et mon secondaire 5 à Mira. Puis il y avait 3 Anglaises dans mon cours à Mira. Dans la classe de gens qui venaient chercher des chiens? Ouais, dans la classe de gens qui venaient chercher des chiens. Okay. Il y avait 2 Ontariennes, puis il y a une personne de l'Alberta aussi qui était là. Puis, je réussissais quand même à me débrouiller, là. On dirait jamais ça, là. Je lui parlais, puis... là, c'est sûr qu'on va faire du coq à l'âne, mais je peux pas. C'est sûr. Oui, parce que là, plus tu vas me parler, plus il va à chaque fois, il va sortir des choses, à chaque fois, ça... Puis il y a des choses que je sais qui s'en viennent, puis il y en a que je ne sais pas, mais bon. Comment c'est venu l'envie de vouloir un chien? Honnêtement, c'est comique, mais ça n'a pas vraiment venu de moi. On dirait que moi, je me laisse peut-être porter par la vie, puis... Okay. Finalement, ça m'a toujours bien servi, fait que je continue comme ça. Mais ça a venu à moi parce que je me rappelle en 6e année, entre l'été de ma 6e année et mon secondaire 1, j'étais allé à Mira pour qu'il évalue un peu ma mobilité, savoir si un jour je suis intéressé à avoir un chien. Puis il trouvait quand même que je me débrouillais bien. Il y avait encore du travail à faire, mais il m'avait dit que je pourrais avoir un chien. J'avais peut-être essayé, peut-être une fois, un chien, mais c'était surtout pour évaluer ma mobilité. Mais tu sais, ça avait resté comme ça. C'est mon professeur de mobilité m'en parlait un petit peu tout le temps. Il était comme Josué, là, un chien, tu serais-tu intéressé? Mais c'est surtout que moi, dans ma famille, j'avais jamais eu de chien. Je pense que j'avais un oncle que je voyais peut-être une fois par 2 mois qui avait un chien. C'était pas mal toute la seule expérience que j'avais. T'avais pas eu beaucoup de contact avec des chiens. Même pour dire, j'en avais un peu peur, parce qu'une fois, il y avait comme un chien qui avait juste voulu me mordiller, puis je m'étais comme sauvé un peu, parce que tu sais, je connaissais pas c'était quoi, puis ça m'avait fait peur un peu. Puis c'était juste la seule pas mal expérience que j'avais eue, parce que ma famille, il y avait personne qui avait des animaux. C'était vraiment pas, c'est ça là, c'était pas connu dans la famille surtout. Fait que moi, tu sais, la présence d'un chien puis tout ça, je connaissais pas ça. Mais c'est à un moment donné à mon école secondaire,
il y a le professeur de pastoral qui m'avait approché, qui m'avait dit « Hey, Josué, ça te tenterait-tu d'avoir un chien guide? Nous autres, on serait prêts à t'aider, puis faire de la sensibilisation. On pourrait monter un groupe, puis on ferait un projet avec ça. » Fait qu'il avait de l'air full motivé. J'étais comme « il a tellement de l'air motivé. On va y aller, on va essayer ça. » Honnêtement, c'est spécial comme raison, mais c'est ça pareil. C'est vraiment la raison. Fait que finalement, je me suis laissé porter par ça. J'ai dit, on va l'essayer. Puis mon professeur de mobilité, je savais qu'il m'en parlait depuis longtemps. Ouais, c'est ça. J'ai dit, il va être bien content, lui, que j'ai un chien. Fait que finalement, j'en ai parlé, puis on s'est mis à travailler, parce que pour les étudiants, ils s'organisent pour faire ça l'été, pas nous faire manquer d'école. Parce que c'est quand même, c'est quoi, un mois? Ouais, c'est quand même un mois la première fois là, que tu y vas. Je pense que c'est pas mal la fois que j'ai parti le plus longtemps de chez moi, quand même. Un mois, là, c'est quand même quelque chose. Fait que finalement, j'ai travaillé en mobilité avec mon professeur de mobilité pendant comme 3-4 mois, puis je suis parti à Mira aller me chercher un chien. Fait que c'est arrivé comme ça. Puis mais c'était vraiment le fun comme projet, par exemple, parce que je me rappelle qu'avant que je parte, il y avait plein avec mon ancienne école, Notre-Dame-du-Rosaire, puis mon école secondaire, Charles-Gravel, ils s'étaient organisés, puis on avait fait une marche que des personnes avaient les yeux bandés, puis les autres les guidaient. Fait que c'était vraiment le fun, là. Fait que on se rendait à mon ancienne école primaire, puis les étudiants de cette école-là avaient ramassé de l'argent. Il y avait un gros projet qui s'était fait. C'est une grosse affaire, là. Ben oui. Comme plein de monde participait à ça, là. Puis les ils ont été impliqués, puis sensibilisés par la même occasion. Vraiment, parce que je me rappelle que les jeunes de l'école primaire étaient même allés ramasser de l'argent. Ils avaient fait du porte-à-porte, puis tout ça. Ils avaient fait un gros projet avec ça, là. C'était vraiment le fun, là. Pour moi, quand même, là, tu sais, pour aider, puis pour ramasser de l'argent. Puis même après, quand j'ai eu mon chien, j'étais retourné, puis là, le monde, c'était vraiment le fun. Puis on avait même fait de la sensibilisation auprès de mon école secondaire, parce que surtout au secondaire, il faut que, c'était pas tant connu non plus. C'est ça, il n'avait pas tant que ça. Il n'avait pas tant que ça, là. Puis encore moi au secondaire, là, j'étais le seul aveugle à mon école. Fait qu'on avait rencontré, je me rappelle, dans le grand auditorium de l'école, les élèves secondaires 1 à 5 pour leur expliquer de pas toucher aux chiens. Puis les règles. Affaires, là, les règles, là, puis il y avait même un autre bénéficiaire qui était là pour répondre aux questions que les étudiants pourraient avoir. Puis tout ça, c'était vraiment bien organisé. Ça avait été fun. Et toi, de ton côté, comment ça a été? Est-ce que d'avoir un chien, ça l'a changé du tout au tout? Vraiment, honnêtement, le chien a changé beaucoup de choses. Mais le chien m'a vraiment donné le goût d'être autonome, je dirais. Parce qu'avant, j'avais ma canne, c'était correct, mais tu sais, quand t'as jamais connu rien d'autre, tu fais avec, puis c'est correct. Mais tu sais, c'est sûr qu'avant, j'étais plus jeune aussi, je suivais mes parents, je me laissais guider tout le temps. La seule fois que j'utilisais ma canne, c'était à l'école. Mais je me rappelle même des fois que ça me tannait quand même, tu sais, en même temps que je me sentais peut-être différent quand on revient à ça un peu. C'était surtout au secondaire, parce que j'étais tout le temps en train de rentrer dans les jambes de tout le monde, puis à m'excuser tout le temps, excuser, puis tu sais, de passer, mais t'as tout le temps un peu l'impression que t'es dans les jambes de tout le monde, parce que t'es tout le temps en train de foncer dans tout le monde. Puis il y a beaucoup de monde aussi. Il y a beaucoup de monde partout, tu sais, il y a des foules, tu sais, même des fois les professeurs me laissaient partir 5-10 minutes avant, je me rappelle de ça quand même au secondaire, puis je trouvais ça un peu tannant pareil, parce que pour que j'aille prendre l'autobus, puis sans être un peu tout le temps dans le monde. Ok, t'as eu des petits accommodements. J'avais des petits privilèges. Ok. Mais tu sais, j'aimais ça, mais en même temps pas tant que ça, parce que j'aimais l'école, puis j'aimais finir le cours comme tout le monde. Ouais. Ça, c'est des petites choses qui me tannaient quand même. Mais j'avais jamais connu rien d'autre. Puis, tu sais, même me promener sur un trottoir avec une canne, je le faisais, mais c'était pas quelque chose qui me faisait triper. C'était pas la grosse joie. Tu sais, des fois, il pouvait y avoir, je sais pas, des obstacles, ou, tu sais, je me sentais moins en sécurité, traverser les rues. Tu sais, j'étais capable de le faire pareil, là. Mon professeur de mobilité me faisait travailler beaucoup là-dessus. Mais, honnêtement, quand j'ai connu le chien, j'ai compris tout de suite que j'allais aimer ça. Là, rafraîchis-moi la mémoire, là, je sais que tu l'as dit, mais t'avais quel âge quand t'as eu ton premier chien? J'avais 16 ans. OK. Ouais, je suis quand même vraiment un des plus jeunes. Je dirais pas que je suis le plus jeune, là, parce que j'ai des personnes de 12 ans qui ont eu des chiens guides, mais tu sais, je suis quand même assez jeune qui a eu un chien guide. C'est ça, j'avais 16 ans quand je me suis lancé là-dedans. Comme je dis, moi je connaissais pas ça pantoute, là, un chien. Là, juste le fait, c'était quand même un apprentissage, s'occuper d'un chien. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a rendu autonome.
qui m'a donné peut-être le sens des responsabilités un peu plus aussi, tu sais, juste de dire je ramasse les besoins de mon chien a tel besoin, tu sais, c'est plus juste moi, mes besoins à moi là, qui sont qu'il faut que je comble. J'ai besoin de combler les besoins de mon chien. Fait que tu sais, ça m'a donné quand même, je pense, un petit sens des responsabilités, tranquillement pas vite. Et versus tout ce que le chien t'a apporté ou t'apporte encore. Ah vraiment, ben c'est ça, le chien m'a apporté l'autonomie, le goût de l'autonomie aussi. Puis tu sais, à Mira, ben on fait plein de trajets, on va dans Montréal. Puis tu sais, je pense que la chose qui m'a vraiment impressionné quand j'étais avec un chien, c'était là pour une fois, je me sens un peu comme un voyant parce que je me promène là, tu sais, je me promenais dans les rues, là, il y avait du monde partout. Puis le chien me faisait contourner ça comme si de rien n'était. Un petit peu zigzag à droite, à gauche, puis on y va, puis on marche, puis tu sais, je me sentais vraiment je me sentais pas différent, là, tu sais, je me sentais comme un autre parce que je me promenais puis je fonçais dans personne puis ça allait bien, rien, puis j'accrochais rien, puis je me sentais plus en sécurité. C'est juste de marcher sur un trottoir, tu suis le chien puis il t'amène puis ça va bien, tu sais. Puis là même tu t'as connu le changement à la polyvalente aussi, ça fait que ça aussi ça a dû être plus facile aussi. Oui, quand même aussi là, même à polyvalente, tu sais, je le remarquais, tu sais les relations avec les autres, le social, avec un chien, ça a tellement changé, là, c'était plus facile de... Ça fait un sujet de discussion, là, pour les gens, là, pour t'approcher, et puis pour... C'est ça, pour approcher, parce que pour nous autres, veux pas, c'est quand même plus difficile d'aller vers les autres, mais là, les gens, ils venaient vraiment plus vers moi, que ce soit à l'école ou ailleurs, dans la rue. Je trouvais que les gens, ils venaient me parler, des fois, ils me contaient des histoires avec leur chien ou n'importe quoi, ben juste me parler de mon chien, il est beau ton chien, mais ça finit que ça développe sur quelque chose, puis j'ai vraiment connu beaucoup de monde par mon chien, c'est ça, même au cégep, je me rappelle que maintenant, il y a une fille qui était venue me jaser avec mon chien, puis finalement, on s'est rendu compte que, parce qu'on on mangeait tous les mardis ensemble toute une session de temps, là, fait que c'est pas rien, là, tu sais, quand même, là, ça est venu à ça, là. Mais ça m'a fait ça fait que c'est ça m'a vraiment donné l'envie d'être plus autonome, tu sais là, quand j'ai eu mon chien, je me rappelle que j'allais plus prendre des marches dans mon coin, même tu sais, je me rappelle la première fois, il y avait un tournoi de ballon, j'aimais bien ça aller écouter ça dans mon village là, parce que j'ai quand même resté 1 an au Saguenay avec mon chien. Puis là j'allais pour la première fois, là j'allais tout seul au tournoi de balle, puis après ça je me retournais chez nous, et je tripais moi là, c'était la première fois que je faisais ça, j'aurais jamais pensé faire ça. C'est ça, c'était des petites choses ben que tu faisais tout seul. C'est ça, mais que je faisais tout seul là, grâce à mon chien. Là, avec mon chien surtout, fait que ça m'a vraiment donné c'est ça, l'envie d'en faire plus par moi-même. Puis surtout la fierté, je pense que ça m'a démontré que oui, je pouvais le faire en suivant quelqu'un, mais là j'avais pas besoin d'attendre tout le temps après quelqu'un. Surtout ça, tu sais, des fois c'est ce qui me tenait le plus, bien souvent d'être aveugle, tu sais, des fois même tu sais, tout le monde était bien gentil, là, mais d'attendre après mon frère que ça y tente là aujourd'hui, bon, finalement ça y tente d'aller chez son ami, ben il me laisse là, puis fini, on fait plus ce qu'on avait dû faire. Ben là, pour une fois, je faisais ce qui me tentait. Là, si ça me tentait d'aller prendre une marche, j'y allais, je me sentais en sécurité de le faire. Je sais pas que j'aurais pas pu le faire avec ma canne, mais on dirait que le chien m'a donné comme l'envie de le faire, la confiance de le faire. Peut-être que j'avais pas assez confiance en moi pour dire je le ferais. Puis je pense que ma mère, ben c'est un peu normal là, quand t'as un enfant aveugle, tu le couvres un peu pareil. Hein, avec elle, je pense qu'elle voulait pas trop que je le fasse. Mais là, on dirait que je pense qu'avec le chien, ça lui a peut-être donné confiance. Ça m'a laissé plus de lousse, ça l'a rassuré elle aussi. Puis là, elle était plus bon, ben c'est beau, on va te laisser y aller, on va te laisser faire telle affaire. Fait que tranquillement, elle me laissait un petit peu plus prendre d'autonomie. Maintenant, j'aimerais ça qu'on revienne à quand tu me disais que tu voulais peut-être perfectionner ton anglais. Oui, tu fais bien de me ramener. Ouais, mais finalement, c'est ça, je voulais perfectionner mon anglais. Je me disais, ça serait le fun de pouvoir écouter plein de choses. Fait que je me suis mis au cégep. Ben ça, j'avais eu des cours d'anglais en sciences humaines un peu. Mais surtout, je me suis mis sur un conseil d'un prof aussi à écouter toutes mes choses en anglais. J'ai dit là, je veux améliorer mon anglais. Puis finalement, ben ça s'est bien passé. Tranquillement, j'en apprenais plus. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je comprenais pas mal tout. Puis j'écoutais mes émissions, puis ça allait bien. Fait que ça m'a donné comme un goût de continuer là-dedans. Fait que finalement, j'ai décidé, après mes sciences humaines, de faire un DEC en langue.
Hey, ça, c'est une autre chose que moi, j'aurais pas faite. Hein. Non? J'en ris aujourd'hui, j'en riais moins à l'époque. Ah oui? Ouais. Mais bon, un deck en langue. Donc, est-ce que tu peux, grosso modo, c'est quoi un deck en langue? C'est que j'avais 3 langues principales à apprendre. J'avais l'allemand, l'anglais, l'espagnol. Puis, c'est ça, juste fait que ça, selon les sessions, ça devenait toujours plus avancé, de plus en plus avancé. Mais là, on s'entend quand même que, on s'entend sur rien, là, je le sais pas, c'est pour ça que je te le demande. Bon, en anglais, t'avais déjà une certaine base, là, tu réussis. Ouais, quand même. Mais là, l'espagnol, l'allemand, ça part de zéro? Ou si fallait que vous ayez aussi un peu de connaissances? Non, on pouvait partir de zéro, mais j'avais déjà eu un cours d'espagnol aussi en sciences humaines, finalement, parce que j'avais un cours complémentaire que je pouvais faire. Puis j'avais décidé de le prendre en espagnol. Puis j'avais aimé ça aussi. Mais en plus, l'espagnol se rapproche quand même du français, étant donné que c'est une langue latine. Mais l'allemand, là, c'est tout autre chose, là. Ouais, l'allemand, c'est tout autre chose, par exemple. C'était moins facile, là. Quand même, si j'avais, je pense, une bonne facilité à apprendre les langues, on pourrait dire, j'ai quand même pas trouvé ça facile. Là. Parce que la prononciation en allemand, il paraît que c'est pas évident. Non, c'est vraiment différent. Puis même, tu as le masculin, féminin, le neutre, c'est assez complexe comme langue. Finalement, j'en ai pas gardé grand-chose, je te dirais, mais le deck en langue m'a quand même donné l'envie de faire mon bac en traduction. Oui, parce que là, on s'en va vers là. Et ça aussi, ça m'intrigue, là. Parce que là, bon, un bac en traduction, c'est quoi? Qu'est-ce que vous apprenez là-dedans? C'est, on traduit toujours vers notre langue maternelle. Okay. Le bac est vraiment spécialisé de traduire de l'anglais vers le français, puisque c'est ça au Québec, on est francophone. Alors, on apprenait, on avait des cours de base en fond de traduction, là, comme traduction générale, introduction à la traduction, nous montrer un peu comment faire les techniques pour traduire, pour que ça soit idiomatique, puis les pièges à éviter, toutes des choses comme ça. Puis ensuite, quand t'es un petit peu plus perfectionné avec les différentes techniques, là, on avait des traductions de différents domaines, que ce soit scientifique, médical, juridique, différentes branches, des cours qu'on pouvait choisir entre les domaines qui t'intéressent le plus. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi par curiosité? Finalement, le choix était pas si élaboré, fait que je prenais pas mal ce qu'il y avait dans les sessions qui venaient. OK. Parce que finalement, il y avait pas un si grand nombre de choix, mais des fois aussi avec les coupures puis tout ça, ils ont réduit ça. Un peu partout, hein, ils réduisent de partout, fait que tu prends ce qu'il y a. Mais j'ai pris un peu de tout, je pense, comme je disais là, scientifique, juridique. OK, t'as tout touché à ça. J'ai tout touché à ça. OK. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cours à prendre aussi, tu sais, 90 crédits, ça fait quand même beaucoup de cours. Et j'avais quand même un bon nombre de cours à faire, là. Mais ouais, c'est parce que j'ai peut-être pas été non plus assez clair dans le sens où t'en es où en ce moment par rapport à ce que tu as fait de fait et de ce qui te reste à faire? Là, je suis vraiment à la fin, OK. toute fin. Je vais finir en avril mon bac. Là. OK. Il me reste mon dernier cours traduction et révision, ça s'appelle, là. Puis mon cours obligatoire à faire. J'en ai pris un autre, puis là, je termine en avril. Fait que je suis ben fier de ça quand même, là, que je l'ai fait. Ça fait quand même 6 ans que je suis en train de faire mon bac, fait que je suis bien fier là, que ça se finisse. Là, je suis quand même bien content de ça. Là. C'est comme un bel aboutissement quand même. Et là, ça, c'est à l'Université Laval. Oui, c'est ça. Comment ça a été, ça? Au point de vue, c'est immense l'Université Laval. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que... Non, ça a vraiment bien été. Encore là, je l'ai fait avec mon professeur en mobilité. Puis tu sais, c'est tout... différents pavillons, fait que c'est sûr qu'il y a des fois, il fallait que j'apprenne un petit peu un certain pavillon parce que il nous mettait le cours d'une place différente, là, mais habituellement, c'était toujours au même pavillon qui s'appelle le de Coninck. Fait que lui, je l'ai plus appris en profondeur avec ma prof de mobilité. Puis les autres, je les apprenais un peu sur demande, là, si j'avais besoin par session à l'autre session d'apprendre ça.
Mais ça a bien été, vraiment, là. On a quand même pris de l'avance, c'est ça, avant les cours pour l'apprendre. Puis, c'est ça, encore là avec le chien, je trouve que ça aide beaucoup, là, quand même, là, pour apprendre les choses. Puis, mais sinon, même encore, des fois, ça peut m'arriver de me mélanger, là, une fois de temps en temps, mais tu sais, le chien m'a vraiment dégêné aussi. Avant, une chose qui me gênait beaucoup, c'était de demander de l'aide au monde. Ah, ok. Ça, j'aimais pas ça. On dirait que j'étais comme, j'aime pas ça, je veux faire mes affaires, puis je veux pas... Même si tu tournes en rond pendant 10 minutes. C'est ça, j'aime mieux tourner en rond que de demander de l'aide. Je sais pas pourquoi, je pense que j'étais... Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça aussi. Hein, c'est peut-être accepter que tu l'as pas eu. C'est quelque chose comme ça que j'avais peut-être de la misère à accepter. Que, exemple, je sais pas, même si je l'ai déjà appris, là, je m'en rappelle plus. Quelque chose comme ça. Fait que je pense que j'avais de la misère avec ça, d'accepter que je l'avais pas tout le temps. Mais là, ça me dérange pas. Puis j'ai pas de problème avec ça, là, d'arrêter le monde. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider pour tel trajet, là. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis il y a tellement de monde à l'université qu'il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas trop difficile. Fait que si j'ai besoin de... Mais je suis quand même bien fier de faire mes affaires, c'est ça, par moi-même. Puis, le plus possible. De m'en aller partout. Puis je suis capable de... C'est ça, même d'aller partout à l'université, d'aller m'entraîner au PEPS aussi. J'aime beaucoup ça. J'y vais beaucoup à l'université. Fait que c'est sûr que c'est bien le fun d'être capable de faire toutes mes affaires par moi-même. Et si on fait comme une espèce une rétrospective de tes 2 decks, de ton bac que tu es en train de compléter, est-ce que, point de vue intégration, adaptation des cours, est-ce que ça a été quand même relativement bien ou s'il y a eu quelques embûches? Ça a vraiment bien été, honnêtement. Il me semble que les embûches ont surtout été des fois au secondaire. Il me semble que des fois ça prenait du temps d'avoir mes livres ou des choses comme ça. Ça arrivait, là, tu sais, exemple, des fois dans les débuts d'année, c'était jamais tout le temps évident. Mais cégep université, peut-être que j'ai la mémoire courte, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu tant d'embûches que ça. Ça s'est vraiment bien fait. Il me semble qu'au cégep, le service était vraiment bon. Je faisais affaire toujours avec le cégep Sainte-Foy, là, qui transcrivait toutes mes choses, mais c'était vraiment rapide. On avait une bonne communication aussi avec la personne qui s'occupait de mes choses, là. On s'en faisait ça par email. C'est sûr que ça a aidé beaucoup, là. Je me rappelle, c'était au cégep que vraiment ça a changé parce que tout était rendu en informatique. Fait que je recevais ça par email. Ça, j'étais vraiment content. Parce que je me rappelle, les plus grosses embûches, c'était vraiment au secondaire. Des fois que, tu sais, si on prend l'exemple, tu as sûrement dû même l'expérimenter ou t'en fais parler, tu sais, que mon livre de maths, ça pouvait être 10 livres. Ben oui. Puis là, c'était compliqué, là. Des fois, je me rappelle amener 3-4 livres, puis finalement, le prof avait décidé d'aller à la page 300. Puis là, j'avais même pas le bon livre. Ça me frustrait, là, tu sais. J'aimais pas ça. Ben, c'était frustrant, puis ça faisait beaucoup de choses à transporter. Là, je me rappelle des fois d'avoir des gros sacs, là, même pour ramener chez moi, là, ça avait pas de bon sens, des fois, là, ma mère revenait pas comment c'était pesant. Mais là, tout est en informatique, fait que ça allait bien. On sauve le temps de la poste aussi, puis de... Quand même. Hein? C'est ça, vraiment. Puis, à l'université, c'était encore plus facile, honnêtement, parce que j'ai eu quelques petites affaires à faire transcrire, là, mais honnêtement, dans la majorité de mes cours, j'ai même pas eu besoin des services de transcription, parce que ça, qu'en traduction, on n'a jamais beaucoup de livres à avoir eu, là, c'est juste dans les premiers cours qu'on avait comme des bases à acquérir, là. Mais après ça, dans mon cours, c'est juste que les professeurs, ils mettent les traductions dans le portail des cours, puis on va y chercher, puis après ça, on remet la traduction sur Internet pour que le prof puisse la corriger. Fait que moi, je fais vraiment comme les autres, dans le fond. J'ai même pas besoin de service de transcription à part pour mes examens pour s'assurer que ça soit correct. Fait que pour ça, à l'université, moi, j'ai pas eu de difficultés là, majeures. Là. Ça a vraiment été super pour ça, là, d'avoir accès. C'est sûr que pour nous, l'informatique, c'est tellement magique. Hein. On fait tout ce que les autres font. Fait que moi, je m'en vais sur mon portail des cours prendre mes documents comme les autres. Puis tu en mets tout de suite, puis tu le travailles. C'est ça, je l'en mets tout de suite. J'ai même pas besoin de demander à quelqu'un de me le transcrire pour moi. Puis quand tu veux remettre ton travail, c'est la même chose. C'est la même chose. Dans le fond, il y a même pas de différence. C'est encore des points que tu te sens pas à part des autres quand tu fais les mêmes choses que les autres, parce que c'est la même chose. Fait que
Ça, c'est vraiment quelque chose de super. Hein. Effectivement. Hey, mais ce qui est moins super, c'est que ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Le temps passe vite. Tant qu'à moi, on n'est même pas encore rentré dans le vif. Quasiment dans le vif, là. Puis je voulais, avant qu'on fasse la pause, que tu nous dises, si tu en as, des passions. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Comment tu occupes tes temps libres? J'espère que tu en as malgré tout, là. Ben, je dirais que ma grande passion, c'est le sport. Que, comme je parlais, que ça a commencé pas mal assez jeune. Même au secondaire, j'ai un prof d'éducation physique qui m'a fait donner le goût à la course. Fait qu'après ça, j'en ai fait dans ma vie. J'ai même fait des compétitions un petit peu au secondaire, surtout en secondaire 5, des 15 km, des 10 km, des choses comme ça. Fait que ça m'a donné plus la passion de compétitionner aussi. C'est le fun. OK, parce que là, c'est ça. Parce que là, ça m'a donné... C'est pas juste le sport pour faire du sport. C'est la compétition. L'adrénaline, la compétition, puis tout ça, j'ai aimé ça. J'ai pris goût. Et puis, ben, quand je suis arrivé à Québec, ça m'a vraiment donné une autre passion parce que j'ai commencé à jouer au point de vue récréatif au goalball. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec ce sport-là, je pense, dès le début, parce que c'est un sport où on est totalement autonome sur le terrain. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que, comme je disais, j'ai eu la chance de faire plein de sports, mais à l'âge de 10 ans, mon père m'avait acheté un tandem, j'en ai fait beaucoup avec mon frère. Même je continue d'en faire. J'ai fait la traversée des États-Unis, même en vélo, un autre défi. Là, OK. Mais là, on va faire la pause, là. On va faire la pause, parce que là, t'es en train de tout dire. Je suis en train de tout dire en même temps. De quoi je voulais parler après la pause. Ah oui, je suis en train de dévoiler des punchs. Alors, on va faire la pause immédiatement. Et puis, tout de suite après, ben, je pense que vous savez, hein, on parlait de sport. Et de compétition, parce que c'est rare quand même. Là. Souvent, les gens vont dire « Ah, je fais du sport pour moi. Hein, ». Mais là, l'aspect compétition, c'est quand même assez nouveau, là, ce que tu vas nous apporter à l'émission Connaissez-vous. Donc, on va faire la pause. On revient tout de suite avec notre invité, qui est Josué Coudé. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. Cette semaine, je vous parle de mon auteure québécoise féminine préférée. La semaine prochaine, à la pause de l'entrevue, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un en lien avec l'invité principal. Et dans 2 semaines, je vous parlerai de mon auteur masculin québécois préféré. Donc, mon auteure féminine plutôt, c'est Christine Brouillette. Et ce qu'il y a d'intéressant de Christine Brouillette, c'est qu'évidemment, elle a déjà plusieurs livres d'écrits, de publiés. Et ce sont pas des livres qui s'adressent au même public. Donc, vous allez avoir des livres qui vont s'adresser plus aux enfants. Vous allez avoir des livres qui sont plus, disons, à caractère historique. Et vous allez évidemment avoir les romans policiers comme la série de Louise. Et évidemment, je pense que sa série la plus populaire, ce sont les enquêtes de Maud Graham. Donc, justement, parlant des enquêtes de Maud Graham, je ne sais pas si vous le savez aussi, mais il y a 17 livres qui constituent cette série à ce jour. Le dernier est sorti en 2017. Et évidemment, si vous ne les avez pas encore lus, ben je vous conseille de les lire du début, du moins dans l'ordre, parce que bon, il n'y a pas de lien entre les enquêtes, mais il y a des liens entre les personnages principaux. Bien sûr, Maud Graham, mais aussi son équipe d'enquêteurs. Je vais vous faire la lecture des 4e de couverture des 2 derniers livres de la série. Le premier que je vais vous lire, ça s'appelle Vrai ou faux, c'est sorti en 2016.
Alors que la détective Maud Graham commence à réaliser que ses parents se fragilisent, elle est appelée à enquêter sur le meurtre de Lydia Francoeur, la secrétaire de la résidence des Cèdres. Dans cet univers apparemment paisible, Maud et ses collègues de l'équipe d'enquêteurs du service de police de la ville de Québec font face à des obstacles inhabituels. Si ces policiers chevronnés savent composer avec la dissimulation et la manipulation, ils sont beaucoup moins familiarisés avec le flou, la frustration et la détresse découlant des problèmes liés au vieillissement. Il leur faudra rivaliser de détermination et d'humanité pour parvenir à reconstituer le fil des événements entourant la mort tragique d'une femme qu'on croyait aimée de tous. Maintenant, le livre qui est sorti en 2017, ça s'intitule « À qui la faute ». Vous allez voir aussi que les deux thématiques sont totalement opposées. Ils se connaissent depuis longtemps, leurs enfants font du sport ensemble. Toutefois, si la vie de famille les réunit, des liens pernicieux se sont tissés entre certains qui les désuniront au fil d'événements tragiques ayant pour point de départ un incident à l'aréna. Mais est-ce bien ce moment qui a tout fait basculer? Plusieurs dangers ne les menacent-ils pas déjà, larvés dans leurs existences en apparence tranquilles? C'est ce que Maud Graham et ses enquêteurs de Québec devront fouiller pour comprendre comment le drame a pu frapper avec autant de force ces familles qu'on aurait dites sans histoire. Donc voilà pour cette semaine, mon auteur féminine québécoise préférée, Maud Graham, et toute sa panoplie de livres. À notre prochaine émission. Karina Couture. Une autre invitée avec un sourire dans la voix nous parle pourtant de quelque chose de pas très drôle. Notre orgueil d'enfant devant nos camarades de classe. C'est sûr qu'on m'a appris à utiliser un télescope puis une loupe dès la première année, là. Okay. Ça a été ça. Il m'obligeait même à le prendre. Quand tu dis il t'obligeait, est-ce que tu veux dire que toi, tu voulais pas l'utiliser? Ben, tu sais, un orgueil d'enfant de se faire regarder par d'autres. Ça commence jeune. Ça commence jeune. Puis dire, je suis capable, pourquoi je prendrais ça, tu sais? Pour me faire regarder, fait que il m'obligeait aussi. Je sais qu'il faisait ça pour mon bien, là, pour que j'apprenne à bien l'utiliser aussi pour quand j'en ai besoin, pour plus tard aussi, parce que c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Puis il savait un peu les défis, j'imagine, qui t'attendaient. Ouais, à mon avis, oui. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Josué Coudé. Et Josué, il y a quelque chose que je t'ai pas dit, puis que je vais te dire. C'est que, dans le fond, on se connaît pas tant, on s'est parlé un peu. Je savais que tu étais un grand sportif, mais je savais pas à ce point-là, hein. J'ai googlé ton nom et puis c'est incroyable. Ça a sorti. C'est incroyable tout ce qui est sorti. J'ai pas eu le temps de tout lire. Puis je préfère de toute façon que tu nous l'expliques. Mais j'ai vu de la course, j'ai vu du ski, j'ai vu, le goalball évidemment. Mais puis t'as gagné des bourses aussi d'études, tout ça. Hey, moi, je suis très impressionné. Puis là, pendant la pause, tu m'expliquais aussi un peu c'était quoi tout ton horaire juste en rapport avec tes activités sportives. Puis j'aimerais ça, si tu veux, que tu nous en parles un peu. Tu avais commencé à nous dire avant la pause, le goalball, ça a été une grosse passion pour toi, une grosse découverte, et ça l'est encore aujourd'hui, une passion. Oui, vraiment, c'est ça. Parce que ça a commencé, même au primaire, j'ai un professeur de pastoral qui nous avait fait apprendre un peu le goalball. Là, c'était le fun. Il avait découvert ça, je pense, il avait vu ça, puis il était comme ça pourrait être un beau sport, fait que sur l'heure du midi, il faisait jouer, puis j'avais vraiment trippé sur ce sport-là tout de suite. Mais j'avais pas eu la chance après ça, mais surtout en région, d'avoir un groupe d'aveugles, c'est plus difficile. Puis fait que c'est ça, c'est vraiment en 2007 que j'ai commencé.
quand je suis arrivé à Québec. Et finalement, ben, c'est comme je dis, la vie, je me suis toujours laissé guider un peu par la vie, puis ça a bien, j'ai eu des belles occasions, parce que il y a des gens de Montréal qui ont entendu parler de moi en 2008. Et moi, je jouais au goalball récréatif comme ça. Puis à un moment donné, la directrice de la SAC, Nathalie Chartrand, a entendu parler de moi. Puis elle a dit, nous autres, on cherche du monde pour faire le championnat de goalball canadien junior. Ça te tente-tu? Oui, on a dit, on viendrait pratiquer à Québec. Fait qu'ils sont déplacés parce qu'il y avait un autre gars qui jouait avec moi récréatif, qui était de Québec. Fait que eux se sont déplacés, on a pratiqué avec le reste de l'équipe. Il y avait 2 autres gars vraiment bons. Là. Moi, j'ai les idolâtrais quasiment là, parce qu'il y avait vraiment des gros lancers, vraiment des bons joueurs. Ils jouaient déjà sur l'équipe senior de goalball, mais ils jouaient junior en même temps parce qu'ils étaient assez jeunes pour ça. Je pense que c'était peut-être moins de 20 ans. Moi, j'avais 18 ans à l'époque. Fait que finalement, on fait 2-3 entraînements, puis je me ramasse d'un tournoi. Et c'est quand même stressant, là, le premier tournoi, je m'en rappelle encore. C'est arrivé comme assez vite, là. Oui, c'est arrivé assez vite. Tu sais, c'est ça, peut-être en janvier qu'on avait commencé à pratiquer. Il était venu 2-3 fois dans ma ville pour qu'on pratique. Puis après ça, ben je continuais à jouer les lundis, puis c'est tout, là. Sinon, j'étais allé dans ce tournoi-là. Puis j'avais vraiment aimé ça, là. J'étais... finalement, je me rappelle, on avait gagné la médaille d'or. On avait gagné 5-3 contre l'Ontario. Puis ça avait vraiment bien été, là. J'étais vraiment content, là. Fait que... finalement, ben j'ai continué récréatif. Au début, je voulais essayer de faire l'équipe senior. Après, mais j'avais abandonné le projet parce que je trouvais que c'était quand même beaucoup d'entraînement puis de pression, puis j'étais pas comme prêt à ça pour le moment. Tu sais, j'étais quand même plus jeune, puis j'étais pas prêt à m'embarquer. Fait que tu sais, je continuais à faire du sport. J'avais eu comme je disais, je continuais à faire j'avais eu des beaux défis quand même déjà. Je m'en allais, je me rappelle, j'avais fait en 2007-2008, j'ai fait avec un groupe pour Mira l'Assomption Rivière-du-Loup. C'était vraiment un beau projet, là. C'était des gens du secondaire qui ramassaient de l'argent pour la fondation. Puis ils voulaient avoir un aveugle avec eux autres. Fait que moi j'en ai profité. Je voulais avoir un aveugle. Je voulais être là. Fait que c'était vraiment le fun. J'avais rencontré des gens super. Puis je pense que ça avait pris comme 7 jours. Là. Ça avait été une belle randonnée. J'ai toujours aimé ça faire du vélo. Moi. Fait que faire du tandem, c'est super. Mais 7 jours, c'est quand même toute qu'une randonnée. Là. Oui, c'est quand même une belle randonnée. Là, quand même, ça avait été bien. Puis je peux peut-être en parler tout de suite, mais c'est ça, comme j'avais parlé un peu de la traversée des États-Unis. Après, ben j'ai fait ça en 2013. C'était vraiment le fun aussi, là. Toute qu'une expérience. Encore là, je cherchais un aveugle. C'était la directrice de Mira à Québec du financement qui m'avait appelé. Elle me connaissait bien. C'était comme Josué, tu veux faire ça avec nous autres? Fait que je dis OK, let's go, j'embarque. Là, la traversée des États-Unis. Hey, c'était quand même toute qu'une expérience, tu sais. Là, c'est comme trop gros, tu sais. Je me rappelle le dire aux gens, puis me dire dans ma tête, ouais, j'ai comme je me suis embarqué là-dedans, moi. Vais-tu revenir? Je sais pas, qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce que ça impliquait? Qu'est-ce que ça impliquait, là? Puis tu sais, je m'entraînais, mais en même temps, j'étais comme laissé un peu à moi. Tu sais, tout le monde s'entraînait par eux autres mêmes. Moi, je m'étais inscrit dans le Nautilus, je faisais mon spinning peut-être une fois ou 2 semaines. On dirait que, mais tu sais, je pense que j'avais quand même naturellement un bon cardio, tu sais, une bonne forme. Mais tu sais, je m'entraînais, mais j'avais pas l'impression de m'entraîner assez. Tu sais, ouais, tu savais peut-être pas quelle ampleur l'entraînement nécessitait. Ou... C'est ça, là, quelle ampleur ça allait prendre. Mais finalement, je pense que je m'étais quand même... l'entraînement avait été suffisant. Disons que c'est sûr, peut-être m'avoir plus entraîné, ça aurait été encore mieux, mais c'était quand même correct. Je pense que j'avais naturellement une bonne forme physique, puis... tu sais, comme on dit, je pense que quand t'es compétitif, t'es orgueilleux. Fait que je l'ai fait, tu sais, avec de la volonté, j'ai fini par le faire, là. Puis c'était vraiment tout qu'un... Comment ça s'est passé? Combien ça a duré de temps, tout ça? Est-ce qu'il... On avait 9 jours maximum pour le faire. Oh. Parce qu'il y en a des vraiment comme quasiment malades, là, mais ils sont vraiment super. Ils font tout seuls ou à 2 ou à 4. Ça, c'est une compétition, ça s'appelle la Race Across America. Mais là,
nous autres, c'était un volet participatif. Fait qu'on le faisait à relais. Fait qu'on avait toujours quelqu'un qui roulait. On roulait 24 heures sur 24. Puis on avait divisé le groupe en deux. Il y en a qui se reposaient dans le VR, puis l'autre groupe était dans le 7 passagers. Puis on suivait tout le temps le vélo. T'sais, nous autres, on était tous assis dans le 7 passagers. La personne qui roulait, était en avant, puis on le suivait. Puis après ça, quand il était fatigué, ou peut-être aux demi-heures ou aux heures, ça dépendait, parce que des fois, il faisait vraiment chaud, on avait toutes les températures. La nuit, on pouvait rouler peut-être 1 heure parce qu'il faisait plus frais, mais quand on était exemple dans le désert, ou quand il faisait trop chaud, on faisait aux demi-heures. On essayait d'organiser les choses le mieux possible. Puis c'était toute qu'une épreuve. Là, ça n'a pas été facile, on a même pensé mener qu'on le ferait pas. Puis finalement, on s'est retroussé les manches, puis on a continué, puis on l'a fait en 8 jours, 14 heures. Fait que, Oh, OK. on avait 9 jours, on l'a eu. Ah ouais, on quand était même. vraiment fiers. Je pense qu'on a gagné même un prix après. Il y avait comme un gros banquet. Là. Puis il était comme, je pense qu'on a gagné le prix de la persévérance. C'était comme, je pense qu'il y en a pas mal qui nous voyaient aller. Puis il était comme, je pense pas qu'ils vont se rendre au bout de ceux-là. Ouais. Parce qu'il y en a plein là, qui ne finissent pas. Là. Puis finalement, on l'a fait. Fait qu'on était bien fiers là, de nous autres. Pas trop mal aux jambes puis aux fesses après. Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça commençait à être rough, là. J'avais quand même mal aux jambes, je suis plutôt peut-être au 5-6e jour, là. J'ai dit que, c'est beaucoup, là. J'avais pas fait autant de volume dans mon entraînement, là, que j'avais fait là. C'était peut-être sûrement au-dessus de 700-800 km quand même qu'on a roulé, parce qu'on se partageait 4800 km à la gang, là. C'est ça, au final, ça en Au faisait. final, on en faisait beaucoup. Avec mes cuisses, je commençais à trouver que c'était beaucoup. Mais c'était correct, là. C'était bien. C'est un dépassement de soi. Je pense que c'est ça que j'ai toujours aimé dans le sport, le dépassement de soi. Fait que j'ai vraiment fait des belles épreuves en vélo quand même, là, des beaux défis, là, grâce à ça. Puis sinon, c'est ça, au goalball, j'ai décidé de joindre l'équipe du Québec en 2013. OK. Vraiment, fait que là, j'ai continué à faire du récréatif le lundi, mais là, c'était plus encadré, là. On faisait des pratiques à chaque dimanche à Montréal. Depuis 2013, je fais ça. À chaque dimanche, on va à Montréal, on se pratique 3 heures, 3h30, puis après ça, il y a de l'entraînement en plus du dimanche 4-5 jours semaine. Fait que c'est ça, c'est quand même C'est quand même assez demandant. quand même assez demandant. Là. Il y a beaucoup d'entraînement. De déplacement. De déplacement aussi. Là, cette année, c'est ça, on y va moins. On va peut-être à Montréal 1 fois sur 4, là, puis eux autres, ils viennent aussi. Fait que ça aide aussi à pouvoir... c'est plus facile là, pour gérer surtout les études, le travail, puis tout ça. Ça fait du bien, là, un peu plus... c'est un peu plus facile de ce côté-là. Puis là, toi, tu fais de l'entraînement au gym, de la musculation, je pense que tu me disais. Ouais, c'est ça. On a un préparateur physique. Ouais. Fait qu'on a... mais tu sais, c'est demandant, mais en même temps, c'est tellement gratifiant. Tu vois les progrès que tu fais. Puis, ça nous donne quand même une chance unique. C'est grâce à ça, je peux aller m'entraîner. J'ai un préparateur physique qui me suit. On est tellement bien encadré. Puis, comme je disais tantôt, l'aspect compétitif, j'aime vraiment ça. Puis quand c'est vraiment un sport fait pour nous, comme je disais qu'on est totalement autonome sur le terrain, on joue si peut-être je vais t'expliquer vite un peu c'est quoi le goalball. On joue 3 contre 3, on a un ballon qui a une cloche à l'intérieur, et on a du tape pour se repérer sur le terrain. Fait qu'on a 9 mètres à couvrir, fait qu'on est gardien de but puis attaquant en même temps, parce qu'on bloque le ballon, ensuite il faut le relancer. Il y a plein de règles reliées à ça, que je vous laisserai, s'il y en a qui sont intéressés, aller voir par vous-même. Mais c'est tellement un beau sport qui nous permet de se dépasser, parce que ça demande un peu de tout, ça demande un bon cardio, parce que c'est demandant. T'es tout le temps en train de te coucher, tu te relèves, tu relances le ballon peut aller jusqu'à 70 km/h, fait faut que tu sois vif, faut que tu sois concentré, ça demande beaucoup de qualité, là, que ce soit physique ou même intellectuelle, parce que t'es concentré, c'est sur le terrain, fait que c'est vraiment un beau sport qui me permet de me dépasser. C'est ce que j'aime par-dessus tout dans le sport, c'est le bien-être que ça t'apporte. Tu sais, quand tu remportes une victoire, c'est le fun, ça fait du bien. Mais tu sais, même quand t'as joué un bon match, tu t'as donné le meilleur de toi-même, t'es fier de toi, tu te sens bien. Tu sais, même après un entraînement,
c'est le sport, je pense que c'est une des plus belles drogues quand même que je trouve. Quand t'as goûté à ça, tu veux plus t'en passer parce que tu te sens tellement bien après avoir fait un entraînement, que même si t'es fatigué, c'est comme un bien. Oui, puis ça doit pas être toujours facile non plus, là, tu sais, ça prend une motivation. Non, c'est pas toujours facile, là, c'est sûr qu'il y a bien, tu sais, même, là, j'ai eu un tournoi en fin de semaine à Montréal, après ça, il y a eu un camp d'entraînement, tu sais, c'était pas facile, vendredi matin de me lever à l'Amico, après ça aller m'entraîner, ça me tentait pas pantoute, mais après, en faisant l'entraînement, puis après l'avoir fait, je me sentais bien, puis j'étais fier de l'avoir fait, là. Fait que, je pense que ça m'apporte aussi le goalball une belle discipline de vie, parce que là, tu sais, j'ai un entraînement qui est programmé, j'ai des choses qui sont là, fait que, tu sais, ça m'aide à le faire, parce que je me rappelle déjà m'être inscrit d'un gym, mais finalement je traînais, puis finalement j'y allais pas, mais j'y allais trop tard, puis tu sais, j'avais pas l'encadrement puis l'entraîneur pour me pousser, là, dire hey, let's go, là, t'es capable, puis il est là, puis puis ça prend ça aussi, là, surtout quand tu vois pas. Oui, parce que musculation, c'est sûr que dans le fond tu fais des choses correctement, là, parce que pas se blesser, pas s'entraîner quand dans le beurre, là, puis dans le... Puis, tu sais, le goalball m'apporte une grande fierté aussi parce que, en étant aveugle de naissance, tu sais, j'ai jamais eu un talent naturel pour le goalball. Même encore là, j'ai des choses à travailler, mais je suis quand même vraiment fier d'où j'ai parti puis d'où ce que je suis rendu maintenant, parce que au début, j'avais vraiment un lancer pas fort, là, ça allait pas vite mon ballon, parce que quand t'as jamais vu, il y a tellement de choses que tu sais pas, tu sais, juste au point de vue moteur, apprendre à lancer, dans le fond, le goalball, tu lances un peu comme au bowling, mais c'est compliqué à apprendre ça à quelqu'un qui a jamais vu, il y a tellement de choses au point de vue moteur. Des détails qu'on sait pas en ne voyant pas. C'est ça qu'on a, tu sais, t'as pas vu quelqu'un lancer une balle, attraper une balle, tu sais, j'ai jamais joué à... Comme je parlais des tournois de balles longues, moi, dans le fond, je l'ai entendu, mais même savoir comment ça se passe vraiment, je sais pas trop. C'est ça, tandis que n'importe quel enfant va regarder. En regardant, c'est là que t'apprends, surtout, tu sais, un enfant, là, qui naît, là, il est tout le temps en train de regarder partout, c'est pas pour rien, là, c'est parce qu'il apprend. Fait qu'il y a bien des choses que ça a pris beaucoup de temps puis beaucoup de patience de la part de mon entraîneur, puis même des façons différentes qu'il fallait qu'elle trouve, tu sais, des fois même plus, exemple, me toucher pour me le montrer, des fois parce que là, le verbaliser, finalement, ça aidait pas, tu sais, il a vraiment fallu qu'elle s'adapte à moi, parce que c'est vraiment différent de montrer quelque chose à un aveugle de naissance. Ouais, des gestes, là, des mouvements. Des gestes et ça. Mais, tu sais, je suis vraiment fier parce que même depuis 2 ans, mon lancer, là, il est vraiment débloqué, puis, tu sais, je suis vraiment rendu à un autre niveau, puis que, tu sais, mon offensive, ça va vraiment bien. Fait que, tu sais, il me reste, même en défensive, des points de vue, des choses à travailler, mais il y a vraiment beaucoup de choses aussi que j'ai améliorées, là. Fait que, tu sais, je suis vraiment quand même fier de tout ce que j'ai fait parce que je suis parti de loin, puis d'où ce que j'en suis rendu, puis avec le travail que j'y ai mis, ça a porté fruit finalement. Ça n'a pas toujours été facile. Et même des fois, je me disais, peut-être pas fait pour moi, ce sport-là, finalement. Tu sais, c'est trop de détails, puis je devrais peut-être juste faire du vélo puis pédaler, c'est vraiment compliqué. Pédaler, je sais comment ça marche. Mais en même temps, c'est tellement un sport que j'aime, puis tu sais, même le point de vue d'être en équipe, tu sais, moi j'aime ça parler au monde, puis tu sais, t'es en équipe. Ouais, c'est ça. Il y a l'aspect coéquipier. Quand même, là, tu sais, t'es dans un tournoi, puis t'as le même but, là, tout le monde a le même but. C'est ça, sur le terrain, puis aussi quand vous vous déplacez. Oui, c'est de la communication aussi. Mm-hmm. C'est de se déplacer. Il y a plein de stratégies au goalball. Tu peux t'en aller d'un bord du but, aller de l'autre bord, mais c'est toujours bien communiqué. Puis c'est en équipe là, que ça se gagne aussi un match. C'est pour ça qu'on dit on gagne en équipe, on perd en équipe, mais c'est ça pareil. C'est ça. Vous avez tous travaillé dans le même but. Le même but. Ensemble. Être ensemble, le même but, c'est le fun. Mais là, ce que j'ai vu aussi en faisant ma recherche Google, c'est que tu avais eu des bourses aussi, des sports-études, c'était ça? Oui, c'est ça. Ça fait depuis sûrement 3 ou 4 ans que j'ai la bourse de la Fondation de la tête d'excellence du Québec, là, puis que je joue au goalball, puis qu'en même temps, je suis aux études. Fait que c'est ça que... C'est encourageant. C'est vraiment encourageant. Là, ça aide aussi à... Je pense que ça, c'est vraiment un bon point que tu amènes, parce que, tu sais, des fois,
quand tu te poses des questions puis tu te demandes je suis vraiment à la bonne place, ben là tu vois qu'eux ils veulent t'encourager, puis ça t'aide aussi monétairement, mais ça te dit je pense que les autres ils croient en moi. Là. C'est ça, forcément direct ça te donne une réponse. Ça te donne une réponse pareil, là, ils sont là puis ils te donnent de l'argent, tu te dis ben je pense que c'est parce qu'ils veulent que je continue. Il y a personne là de nos jours qui donne de l'argent pour juste pour le fun. Hein? Je pense qu'ils voient tous les efforts que je mets, puis la persévérance que j'ai. Fait qu'il y a même aussi la fondation nordique qui m'a donné des bourses depuis 2-3 ans. Fait que ça aide beaucoup aussi là, dans ce temps-là. C'est rare qu'on peut faire une entrevue comme ça puis d'aller googler puis de trouver autant d'informations sur l'invité. Là, moi j'ai dit oh mon Dieu, j'ai dit c'est quelque chose. Puis là bon, tu parlais de sous puis tout ça, ben parce que ça en prend des sous dans la vie, ça. Donc tu travailles en plus de tout ça. Oui. J'ai eu la chance, encore là, j'ai pas cherché fort. Je voulais avoir un emploi d'été, ça faisait longtemps, mais on dirait pas à n'importe quel prix non plus, mais c'était pas facile non plus. J'ai envoyé des CV, je me rappelle avoir été un organisme La Croisée, puis j'essayais d'avoir un emploi, mais c'était pas évident de trouver quelque chose. Puis maintenant, j'aurais peut-être pu vendre des revues, mais ça m'intéressait pas vraiment tout. Finalement, ma mère a dit t'es pas encore rendu là, on va t'aider, puis trouve tout quoi qui va te convenir mieux, parce que déjà que j'étais un gars gêné, pas mal plus avant là que maintenant, mais je me voyais vraiment pas vendre des revues. Puis là finalement, j'ai su que il y avait le projet d'ouvrir un restaurant dans le Noir à Québec. Fait que je pense que j'ai été contacté aussi, c'est moi qui les ai contactés là, j'ai manifesté de l'intérêt tout de suite pour ce projet-là. Ah, dès que t'as su que ça ouvrirait? Oui, c'est ça. Okay. Parce qu'on l'a su quand même, ça a peut-être pris un an après, parce que le temps qui organise les choses, tout se met en place. Puis fait que ça a vraiment été j'ai vraiment été content quand j'ai su que ce projet-là se mettait en branle. Puis on a vraiment été bien encadré aussi, parce que personne c'était nouveau pour tout le monde là, à Québec qui avait été sélectionné qui avait été choisi. Vous avez quand même passé en entrevue puis tout ça. Fait qu'on a eu des cours au début avec l'école hôtellerie de la capitale avant que ça ouvre. Il y avait tout organisé, là, des cours de comment faire du service. Puis on était vraiment bien encadrés. Fait que j'aime vraiment mon travail là, parce que ça fait déjà 7 ans que je fais ça quand même. Hey, oui. Je travaille, c'est ça, peut-être 2-3 jours semaine. Là. Puis c'est ça, dès le début, on était bien encadrés. Puis après ça, quand avec le restaurant ouvre, on a eu le temps de se pratiquer et tout ça. Puis je trouve que c'est le fun parce que ils ont vraiment poussé le concept encore plus loin d'une coche, parce que à Montréal, tu peux choisir ton menu, est-ce que tu vas manger ou le menu surprise. Mais là, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que de diviser l'assiette en 3 compartiments. Alors, dans l'entrée, t'as 3 entrées à découvrir, un peu comme l'assiette à fondue qui est divisée. Mais là, on a une assiette avec 3 compartiments. Fait qu'on a entrée, repas, dessert. Fait que ça fait 9 repas à découvrir. Dans le fond, 9 plats à découvrir, j'aurais plutôt dire. Puis tu peux même prendre l'accord main-vin aussi. Fait que ça s'accorde avec ce que tu manges. Puis c'est une découverte totale, parce que tu le sais pas avant. C'est ça, là. T'as aucun choix de repas, là. À part pour les allergies ou des choses. Mais tout le monde reçoit la même assiette. Sauf que tu découvres 9 choses. Fait que c'est quand même le fun. Ça te permet de découvrir beaucoup de choses. Puis, ce qu'on fait depuis déjà quelques années, c'est d'avoir des thèmes différents. Fait que là, comme ce mois-ci, c'est l'international. Fait que, comme aux entrées, là, on découvre le Japon, les États-Unis, la Russie, fait qu'il y a des différents. Fait que là, les gens s'amusent à dire ça je pense que c'est le Japon, ça c'est ça, ils s'amusent à essayer de découvrir ce qu'ils mangent. Puis à la fin, quand ils ressortent à la clarté, parce qu'il y a une bonne partie à la clarté, même que les gens peuvent prendre la boisson avant ou après, là, le chef est là, puis il leur montre ce qu'ils ont mangé, puis il leur explique en détail. C'est vraiment super. Puis c'est ça, comme je disais, moi je suis une personne qui aime ça travailler
avec le monde, jaser avec le monde. Fait que c'est vraiment une job super pour moi parce que je rencontre plein de monde, puis nous pose des questions. Puis même les gens, ils sont impressionnés quand même de voir ce qu'on peut faire. T'sais, des fois, nous autres, avec notre plateau, on est capable d'apporter 7-8 coupes. Moi, je m'en vais dans le noir comme ça, tout était adapté. C'est ça qu'on a du tapis dans le milieu des corridors, puis pour marcher, puis on parle beaucoup là, pour être sûr que les gens ils sachent que je suis au devant, j'arrive pour pas se rentrer dedans de serveur surtout. Mais ça doit arriver des fois. Non? Ça arrive, mais vraiment pas souvent parce qu'on est habitué. C'est sûr que moi je suis un gars un petit peu lunatique, fait que l'autre fois ça m'est encore arrivé là, de rentrer un peu dans un serveur. Finalement il y avait pas des choses, il y avait pas grand chose dans les mains, fait que c'était correct. Là. Okay. C'est sûr que si tu rentres dans le serveur qu'une pile d'assiettes, c'est moins grave que s'il y a plein de verres dans les mains. Ouais. Des fois on le dit plus fort aussi dans ce temps-là, on est plus concentré. Fait que c'est de rester concentré encore là, c'est sûr que c'était dans l'une puis l'autre serveur a parlé. Mais je pense qu'on est tellement rendu avec l'expérience que ça arrive pas souvent. Là même à mon avis, on cause beaucoup moins de verres que dans beaucoup de restaurants parce que les gens on fait attention. Là, c'est ça, il y a une concentration. Même les gens, je pense, sont plus concentrés que s'ils étaient, ils font moins de gestes comme ouais, ils vont faire plus attention aux gestes, l'ampleur de leurs gestes. L'ampleur de leurs gestes, parce que là, ils sont concentrés à, OK, j'ai mon verre ici, mes affaires. Ça arrive que les gens renversent des choses, là, ils cassent un verre, mais honnêtement, vraiment pas souvent. Là. C'est pas tous les soirs que ça arrive. Okay. Puis on sert quand même, le restaurant a peut-être une capacité de 55 places. Est-ce que c'est des groupes qui vont là ou si c'est tout le monde peut y aller? Comment ça fonctionne? Tout le monde peut y aller. La majorité, je dirais que c'est pas des groupes là. Tu sais, la majorité des tables, c'est des tables de 4. OK, ça peut être un groupe de 4 là, puis avoir une table de 4. Oui, c'est ça. Okay. La plus grande table, c'est 7 qu'on peut être. Là. Okay. Mais sinon, c'est pas mal toutes des tables de 4. Là, okay. La majorité qu'on a. Mais sinon, il y a des groupes qui viennent. Il y a des parties de bureau aussi là, qui se fait beaucoup. Mais c'est sûr que c'est des tables différentes. Là. Les gens sont proches un de l'autre, mais ils sont à des tables différentes. OK. Bon, ça c'est une belle suggestion d'activité. Oui, c'est ça, c'est vraiment une belle activité. Même moi qui vois pas, je vais avec ma blonde goûter au menu. Là, on y va quasiment à chaque mois parce qu'on aime ça, découvrir. Ah oui, y aller aussi. Je me laisse aller au jeu. Oh, ouais. OK. Je me laisse aller au jeu comme quelqu'un, n'importe quoi. Dans le fond, c'est pas mal la même chose pour moi aussi. Là. Je sais pas ce que je mange habituellement, je le sais quand même ce que je mange. Là. Fait que c'est la même chose pour moi. Là. Je sais pas, puis je le découvre en même temps qu'elle. Puis c'est le fun. Là, nous, on est à Québec. C'est sûr que quand on est à Montréal ou à Longueuil, on en parle peut-être un peu moins. Mais est-ce qu'il y a qu'est-ce que t'aimes faire à Québec, toi, en dehors de l'entraînement, puis de l'école, puis du travail? Est-ce que il y a des endroits intéressants à aller à Québec quand on voit pas? Est-ce que... Ben, je dirais, c'est sûr que c'est beaucoup le sport que j'aime. Si des fois il y en a qui sont intéressés, nous autres on est vraiment une belle gang quand même, je trouve. Le midi à l'IRDPQ, il y a quand même. Ok, il y a des gens qui pourraient se greffer à votre à notre groupe. S'il y en a qui veulent essayer ça, c'est super le fun là, quand même. C'est ça, on joue tous les lundis soirs de 6h30 à 8h30 okay. à l'IRDPQ au gymnase. Fait que c'est sûr que plus qu'on est de fous, plus on rit, comme on dit, puis c'est le fun. Et même j'ai mon cousin qui vient de déménager puis qui joue avec nous autres, et c'est le fun. Ça fait une personne de plus. On veut toujours avoir le plus de monde possible. Il y a des fois qu'on se demandait même si on allait pouvoir continuer parce qu'on manquait de monde. Présentement, ça va bien, mais on n'a jamais trop de personnes. Fait que c'est sûr que ça nous fait toujours plaisir s'il y en a qui veulent venir essayer ça. Fait que c'est ça, l'IRDPQ. Sinon, il y a des activités que je vois une fois de temps à autre. Des fois, si les gens ils veulent regarder le CQPA, le Carrefour québécois des personnes aveugles, qui organise quand même beaucoup d'activités. Là, c'est le fun. Là. Même on a depuis peut-être 2 ans à Québec, on appelle ça le centre CCCL, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais centre Cécitas Lyon. Là, c'est comme un centre communautaire, je pense, Cécitas Lyon, ça s'appelle. Fait qu'il organise beaucoup d'activités là. Fait qu'une fois de temps en temps, des fois j'y vais. Comme à Saint-Jean, ils organisent des choses. Ça permet
fraterniser aussi avec les autres, de voir des personnes. Sinon, il y a toujours, j'y vais pas mal à chaque année, il y a un tournoi d'échecs aussi qui est organisé parce par le que CQPA. tu joues aux échecs, ouais. Je joue aux échecs aussi. C'est sûr qu'avec ma vie est tellement remplie, j'ai pas même le temps de jouer, mais j'aime ça quand même. Là, je réussis à me débrouiller quand même pas mal au tournoi. Là, habituellement à Québec, j'y vais tout le temps, là, vu que le championnat canadien, c'est comme le dernier tournoi de la saison en avril, fini. Là, je peux y aller. Fait que c'est plus au mois de mai habituellement. Fait que c'est comme des activités c'est des belles activités quand même, là. On a l'ARHV aussi, là, l'Association récréative des handicapés visuels qui organise des choses. C'est sûr que j'ai moins le temps d'y aller, c'est ça, parce que j'ai beaucoup de... T'en as déjà beaucoup. J'en ai déjà beaucoup, mais il y a des belles choses il y a même de l'aquaforme que j'ai déjà fait avec eux. Si on veut faire du sport, si on veut faire des belles rencontres, c'est un autre organisme aussi, là. Il y a quand même ces deux, CQPA, la RHV, c'est deux organismes qui font beaucoup pour les aveugles ici à Québec, là, puis qui organisent beaucoup. Tu sais, des fois, je regardais le calendrier, il y a beaucoup de choses, il y a de la raquette, du ski de fond, le calendrier est assez rempli. Il y a même le dimanche, des fois, il y a des quais, brunch, il y a beaucoup de choses. Ça touche toutes sortes de domaines aussi. C'est ça, puis il y a toutes sortes de gens, tu sais. Je pense qu'il y a même des cours de yoga, tu sais, du lundi au vendredi, ils organisent au CCCL, ils organisent tout le temps plein d'activités, là. Ça a l'air vraiment super intéressant, là. C'est ça que ce soit, tu sais, que tu sois plus actif ou moins, il y a de quoi pour tous les goûts, là. C'est pour ça que j'encourage les gens à s'informer ou appeler des fois le CQPA, des choses comme ça, s'ils sont intéressés à socialiser, voir des gens, faire de n'importe quoi, là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, je pense qu'on a très bien compris que toi, tu t'ennuies pas. Non, c'est ça, pour ça, c'est pas un problème. Je me considère même très choyé que tu m'aies accordé ce temps-là aujourd'hui, parce que je suis pas mal sûr que tu avais autre chose à faire. Ouais, à l'école, il y a pas mal de travaux, mais ça me fait vraiment plaisir. Et les gens qui seraient en recherche d'activité, vous voyez encore aujourd'hui, vous l'avez entendu, là. Écouter n'était pas nécessairement approprié comme terme, mais vous l'avez entendu. Il y a plein de choses, il y a plein d'activités, il y en a pour tous les goûts, pour toutes que ce soit récréatif, sportif. Il y a moyen de faire quelque chose quand on a le goût de faire quelque chose. Vraiment, quand on a le goût, puis tu sais, on a quand même un bon service avec le transport adapté à Québec aussi. C'est ça. Fait qu'on a le moyen, là, si on veut, là, de faire quelque chose, c'est sûr. Et nous, on aurait pu continuer à jaser longtemps, je pense. Je pense, oui. Écoute, on va te réinviter. Ouais, c'est ça. Je vais me réinviter à Québec à un moment donné, puis on fera peut-être une suite si ça pourrait être intéressant. Ah oui, c'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup les gens à la maison. On va retourner à Longueuil, Montréal la semaine prochaine. Mais en attendant, je vous propose de continuer à nous écouter, à nous écrire, à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions et de prendre exemple sur notre invité d'aujourd'hui qui est jeune et qui est très occupé et qui est forcément très en forme aussi, c'est important. Donc là-dessus, je vous remercie et à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.